Et si je vous disais que l'URSS aurait pu gagner la course à la Lune? Ça paraît très étrange dit comme ça, mais dans les faits, c'était loin et voire pas du tout impossible. Et entre la fusée lunaire N1, les projets de voyage interplanétaire ainsi que la navette spatiale Buran, dans cette vidéo, je vais vous raconter toute l'histoire du programme spatial soviétique, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et de tous les projets qui n'ont pas vraiment été mis en avant en quelque sorte. À la fin des années 50, c'était le début de la course à l'espace, mais aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la capitulation allemande, les soviétiques en avaient profité, tout comme les américains, pour récupérer un maximum des technologies allemandes autour des fusées V2 conçues par Wernher von Braun. Mais malheureusement pour les soviétiques, celui-ci ira de son côté vers l'Amérique grâce à leur gigantesque opération Paperclip. Les Russes n'ont réussi qu'à récupérer quelques ingénieurs allemands, quelques V2, voire même certaines en pièces détachées, bref, ils n'ont eu que les mythes. Mais est-ce qu'en fin de compte c'est grave? Eh bien pas du tout, puisque en réalité, celui qui organise cette opération de récupération soviétique finira lui aussi par plus tard être un génie du spatial soviétique. Et cette personne est ni plus ni moins que Sergueï Korolev. Korolev, c'est celui qui, à lui tout seul, a réussi à bâtir tout le programme spatial soviétique. À peine le matériel et les ingénieurs embarqués, il commence déjà dans les années 50 à bricoler avec les fusées V2 de von Braun et pour développer non pas des fusées, mais des missiles balistiques. Parce que ce qui intéressait les gouvernements et les militaires sous Staline, c'était de développer en masse des missiles et des scuds plus puissants que jamais pour pouvoir ainsi défendre la mère patrie. Donc vous comprenez bien qu'à ce moment-là, Korolev n'avait pas vraiment pour but de bombarder l'ennemi, mais il devait ainsi dealer avec cette contrainte pour pouvoir tout simplement réaliser son propre rêve, tout comme son homologue allemand l'avait fait, Werner, pour les nazis. Bon, malgré cela et malgré ce cadre un peu particulier, il finira par développer le missile R1, qui est une copie de la V2. Puis il enchaîne avec le modèle R2, R3, R5, et en arrivé au R7. Non, pas ce R7, voilà. Ce R7, aussi appelé le Semyorka. Alors, ce dernier est le premier missile russe intercontinental à pouvoir envoyer une tête nucléaire sur une portée de plus de 8000 km. Mais qui dit pouvoir porter une tête nucléaire sur une très longue distance, dit que cela pourrait aussi permettre d'enfin aller dans l'espace et de placer quelque chose en orbite basse. Et ça, c'est plutôt positif pour Korolev qui voit ainsi l'opportunité venir à lui en 57 de motiver son pays à développer un programme spatial. D'une part pour l'aspect scientifique, bien évidemment, et d'autre part aussi pour l'aspect militaire, et bien évidemment pour le gouvernement, avec les satellites espions. Et donc après de très longues et d'intenses discussions, ils finiront par accepter et Korolev pourra enfin réaliser son propre rêve. Et c'est à ce moment-là que Korolev convertit son R7 de missile balistique en fusée et lanceur d'engins et impose son choix comme unique moyen de devancer les Américains. Et pour bien commencer, il se décide d'envoyer un satellite, Sputnik, en orbite basse. Et après ce succès, il continuera ainsi avec Laika, premier animal dans l'espace, sans oublier aussi plus tard Gagarine, premier être humain à aller dans l'espace. Korolev est ainsi alors acclamé et triomphé pour ses exploits, mais malheureusement ça sera pas pour longtemps, puisque malheureusement, d'autres événements viendront tout chambouler. À ce moment-là, dans le début des années 60, l'URSS possédait une belle avance considérable sur leurs ennemis, mais entre-temps, Sergueï fit un entretien avec le président de l'URSS de l'époque, Nikita Khrouchtchev, avec comme objectif premier de l'alerter que les États-Unis développaient un tout nouveau lanceur et bien plus puissant que leur R7 Semyorka, baptisé Saturne. Et aussi dans un second temps pour obtenir un financement pour un projet soviétique à peu près similaire, le sien, la fusée N1. Heureusement pour lui, ça va passer, mais pas sans difficulté quand même. Car entre-temps, des rivalités ont commencé gentiment à se former et à germer, notamment d'un côté avec Vladimir Tchelomei, rival de Korolev qui développe d'un côté le lanceur Proton, le UR-500, mais aussi une autre fusée, le UR-700, qui lui est, grosso modo pour vous résumer le truc, un concurrent direct de la N1. Sans oublier un certain Valentin Glushko qui à ce moment-là commençait gentiment à acquérir un quasi-monopole sur la quasi-totalité de la conception des moteurs fusées.
Mais malgré ces tensions, il continuera tout de même de développer son lanceur, mais entre-temps, il ne sait pas quoi trop en faire et il n'a aucune idée de ce que les États-Unis aimeraient faire et aimeraient accomplir avec ce lanceur gigantesque. Et c'est là que lui viendra une idée qui, à l'époque, paraissait complètement folle, et d'ailleurs je pense que c'est toujours le cas, c'est tout simplement de réaliser un survol habité de Mars et de Vénus. Avec cette ambition complètement démesurée, et pour réaliser l'impossible, Korolev doit entièrement repartir de zéro. Pour cela, il développe son nouveau lanceur, le N1, qui était à l'époque capable de placer 75 tonnes en orbite basse. La fusée possédait également un tout nouveau vaisseau, le TMK pour vaisseau interplanétaire lourd, qui est beaucoup plus gros et bien plus véloce que ce que l'on pourrait retrouver sur les précédentes Voskhod et Vostok et plus tard les Soyouz. Et donc avec tout ça, ça aurait pu permettre l'envoi de cosmonautes vers le début des années 70 vers Vénus, et avec de telles missions, imaginez ce que cela aurait pu donner en termes de compétition entre d'un côté les Américains sur la Lune et de l'autre les Soviétiques vers Vénus et peut-être même vers Mars. Ça aurait pu être assez intéressant. En tout cas, ça aurait fait une belle utopie. Car comme vous le savez, si ce vol interplanétaire aurait existé, j'en aurais parlé. Mais il ne s'est pas réalisé, ni vers Vénus, ni vers Mars. Mais donc la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Pourquoi abandonner une telle ambition? Eh bien en fait, elle tient à une décision près. Parce que ce qui intéressait les gouvernements et les militaires sous Staline, c'était de développer en masse des missiles et des scuds plus puissants que jamais pour pouvoir ainsi défendre la mère patrie. Cette phrase, aussi anodine qu'autre chose, elle démontre bien le fond du problème. Khrouchtchev était un très mauvais décisionnaire. Parce que oui, bon, à part Cuba, entre-temps, il y a eu ça. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Et en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que lui ainsi que son gouvernement ont complètement sous-estimé la capacité de réactivité des Américains et vraiment, ils ne pensaient qu'ils n'y arriveront jamais. Et du coup, quand tu vois Khrouchtchev qui là est totalement en panique et qui voit la réactivité des Américains à redonner un maximum d'argent et de fonds et de moyens pour réactiver le programme spatial américain, Khrouchtchev il fait marche arrière et ordonne de tout laisser en plan, tous les projets de voyage interplanétaire, etc. pour se concentrer sur un nouveau projet qui est de devancer les Américains et d'aller sur la Lune. Et ça, en fait, avec le recul, malheureusement ils l'ont pas eu, et c'était une très grosse erreur qui va leur coûter très cher. Parce que dans le fond, si Khrouchtchev n'avait pas réagi comme ça, ils auraient pu continuer avec ce survol interplanétaire et ça aurait pu tout à fait marcher. Et je pense même peut-être plus impactant que ce que s'auraient fait les Américains de leur côté. Sauf que là, ça faisait déjà plus de 4 ans que les Américains, eux, ils se penchaient sur le vol lunaire. Autant vous dire que là, à ce moment-là, c'était eux qui avaient l'avance, et non les Soviétiques. Donc quand tout se refocalise sur la Lune, Korolev doit ainsi revoir et réadapter toute l'architecture de la N1 pour la fusée lunaire. Sauf que faire un survol d'une planète, c'est très différent que de s'y poser, et la N1 n'est clairement pas suffisante pour un tel projet. En plus de cela, il devait dealer à nouveau avec des contraintes qui, là pour le coup, sont beaucoup plus absurdes. Contrairement à leurs rivaux, ils n'étaient pas du tout, et ça c'est fou, ils n'étaient pas encadrés autour d'une organisation comme était la NASA. C'était juste simplement des bureaucraties d'ingénieurs qui faisaient un semblant d'organisation gouvernementale et de méthode au programme qui dans les faits n'existait pas. Et cette décision, elle remontre bien et elle démontre bien l'intérêt du spatial au sein du gouvernement, qui voit très bien que le spatial n'étant pas la priorité ultime du gouvernement, qui préférait à ce moment-là l'armement nucléaire et les missiles. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que le spatial russe, il manquait cruellement et malheureusement de moyens pour développer des projets, mais aussi également les technologies qui entourent ces projets-là. Alors que du côté américain, eux, ces derniers ont investi en masse et beaucoup plus d'argent pour développer des infrastructures, mais aussi également des nouveaux moteurs et des nouvelles fusées bien plus puissants et qui le sont tout aussi, comme le F-1 et les lanceurs Saturn. Mais ce qui allait rendre la tâche encore plus compliquée, c'était les rivalités et les désaccords internes encore et toujours qui persistaient entre lui et ses deux autres ingénieurs rivaux qui retardaient encore et encore davantage le projet.
Donc je vous laisse juste imaginer en faire que c'est ce que de réaliser en 5 ans ce que les Américains avaient fait en 10 avec moins de pognon et avec un cadre horrible. Mais au milieu de tout ce bordel, dans les années 60, ni Korolev, ni ses rivaux, ni le gouvernement, ni personne au sein de l'URSS ne sait que tout cela risque de pourrait potentiellement s'effondrer. Alors vont-ils réussir à se surpasser et faire un projet aussi gargantuesque et démesuré que les fusées Saturne, ou est-ce qu'ils vont finir par se foncer droit dans le mur et à faire une série et une succession d'échecs? Vous le saurez uniquement dans la prochaine vidéo où on verra comment ils ont réussi à faire aussi bien, voire mieux sur certains aspects, que les Américains.